Ce qui était important pour nous, souvent en conférence, je suis en contact aussi avec les technologies d'aujourd'hui, en direct avec Rimouski-Lingette, avec le lac Saint-Jean, Gatineau. On est très près, même ayant des grandes distances maintenant. Donc en conférence, en appel téléphonique, on partage notre expertise avec les régions et partout, le programme Milieu de vie, à partir de 2003, s'est développé différemment. Il n'y a pas un endroit où on peut comparer des programmes Milieu de vie qui se ressemblent. Ce qui est un peu dommage, mais il n'y avait pas de coffre d'outils après 2003 pour savoir comment développer le milieu de vie. Il y a même le titulaire de la chaire de recherche en gérontologie du Canada, Yves Couturier, qui veut partir d'un projet de recherche sur la transférabilité des projets milieu de vie et qui s'y attarde. Il travaille avec nous depuis quelques années et on s'attarde à dire, est-ce que le milieu de vie peut reposer seulement sur de la mobilisation, sur du regroupement, où on pourrait avoir un coffre d'outils avec des outils qui seraient transférables partout dans la région. Chez nous, ça a été important. Ça a été mon premier réflexe en 2005, quand je suis devenu responsable de l'hébergement, de dire je dois définir le milieu de vie pour au moins on sache précisément sur quoi on veut travailler. Et à partir des droits de la personne, des documents du ministère, à partir de tout ce qui existe en littérature sur le milieu de vie, on en a dégagé une définition en 3 axes. Et c'est avec celle-là qu'on est parti. Au moins, on savait sur quoi on travaillait. La définition en 3 axes, c'est évidemment, c'est un programme, on le voit beaucoup à la télévision partout. On se doit, quand on fait, dans notre programme Milieu de vie, de faire la promotion des droits des personnes et du respect de chacune des personnes. Évidemment, c'est tout le leadership du comité Milieu de vie qui fait des affiches, fait des rencontres, fait de la formation personnelle sur l'importance de la promotion des droits, éviter les abus et toutes les négligences ou tout ce qui concerne l'éthique auprès de la personne âgée. Donc, on en est des promoteurs. Donc, dans tous nos programmes, c'est un must. On travaille énormément là-dessus. Le deuxième, qui est le cœur, d'après moi, de l'approche milieu de vie au Québec, je vais me prononcer, je vais faire mon fait, mais pour moi, quand on pense à l'approche plan de tri, on pense à plusieurs hôpitaux en santé, établissements en santé ou quoi que ce soit, moi, je me rapproche beaucoup avec mon programme milieu de vie de la notion de l'approche relationnelle. C'est-à-dire que pour moi, tout se joue entre la relation entre un intervenant et un résident. La qualité des services, on ne doit avoir la compétence, avoir des procédures, tout se joue dans le contact direct avec la clientèle. On s'est même permis cette année parce que quand on parle d'approche relationnelle au Québec, on mélange un paquet de thèmes. Il y a évidemment le savoir-être, il y a l'humanitude, il y a le vouvoiement, il y a un paquet de concepts. Et on en a fait une recherche et on s'est permis de créer cette année avec le programme Milieu de vie ce qu'on appelle la roue de l'approche relationnelle que je vais vous présenter tantôt. La roue de l'approche relationnelle vient formaliser les attentes de notre organisation, de l'équipe Milieu de vie, auprès de chaque intervenant, chaque bénévole, chaque famille, comment se comporter à partir de 10 indicateurs, 39 comportements attendus auprès de la personne âgée. Et évidemment, on travaille fort présentement avec la direction de la qualité, où on voudrait faire migrer la roue de l'approche relationnelle qui a été conçue en hébergement à travers tout le CSS de la Pointe-de-l'Île, en l'adaptant parce que le vouvoiement, l'approche professionnelle, l'humanitude, c'est bon partout. Fait que je vous reviendrai avec ça tantôt, mais retenez que pour nous, dans notre définition de l'approche milieu de vie, le cœur, c'est vraiment l'approche relationnelle avec le résident. Et c'est évidemment le troisième axe, et ça, c'est pas beaucoup connu au Québec. On s'est positionné en disant que le programme Milieu de vie est un programme de développement continu de la qualité. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on travaille dans notre programmation Milieu de vie, quand descend l'agrément, c'est la même équipe qui travaille la qualité. On fait de l'accueil en hébergement et de l'accompagnement en fin de vie depuis des décennies. Quand je parle de qualité, c'est que maintenant, on a un programme d'accompagnement en fin de vie qui est tout revu,
et qui est beaucoup plus centré sur l'humanitude, qui est plus moderne, avec la formation du personnel, et qui offre un meilleur accompagnement en fin de vie que ce qu'on pouvait faire à l'époque. On s'est donné plus de moyens. Donc, constamment, par des plans d'action, par plusieurs interventions de qualité, des sondages et tout ça, on s'est même inventé, parce qu'on a aimé ça, il y a le ministère qui fait des visites surprises à 24 heures de vie en centre d'hébergement, et on s'est aperçu, après en avoir vécu 4-5, que c'était un levier à l'amélioration de la qualité. C'est-à-dire que les visiteurs externes viennent observer, nous regarder les yeux, regarder la propreté, les services, la compétence, l'organisation, et qui nous remettaient un rapport, bien évidemment, ça nous permettait de nous développer. On a tellement aimé ça que maintenant, on le fait avec la direction de la qualité. On se fait des auto-visites à partir de 100 critères, et là, de façon surprise, il y a 2 membres de la direction de qualité qui sont formés, qui descendent dans le centre d'hébergement et qui nous remettent un rapport à nous et au conseil d'administration pour s'améliorer. Il y a toute une organisation de qualité autour de nos programmes pour se développer. Pour nous, là, notre définition du milieu de vie, partout à travers le Québec, quand on nous demande de l'accompagnement ou que je vais en conférence ou qu'on partage des idées, c'est toujours notre définition de base. Ça a amené une nouvelle énergie, évidemment. Moi, je me rappelle de l'hébergement, on avait 1 500 000 de déficit. On allait nulle part. Il y avait énormément de postes vacants. Ce qu'on s'est dit à l'époque, pour travailler, après avoir fait notre définition claire, pour pouvoir travailler de façon structurée dans les années à venir, on a identifié que le comité milieu de vie 300 différences entre un CHSLD institutionnel et un milieu de vie. Je vous donne quelques exemples. Dans un centre d'hébergement avant, il y avait 6 à 7 000 appels au micro par jour. Claude Riendeau rappelé à la réception, Dr. Valade rappelé. Et ça peut être vivant à l'hôpital, c'est-à-dire dans le sens où les gens passent à l'hôpital, et quand tu vis en centre d'hébergement à l'année longue, et que tu as 6 000 appels de déficit cognitif, c'est comme si tu entendais des voix, ça devenait plus mêlant d'autres choses. En novembre 2009, on a fait la différence. Il n'y a plus aucun appel au micro, sauf les appels d'urgence. Donc, ça a assaini la qualité de vie, la quiétude des résidents. Et je disais, en hébergement, on avait aussi à l'époque juste des bananes, des oranges et des pommes. Et là, je me suis questionné avec les approvisionnements de pourquoi des raisins, il y a du melon, au Québec, il y a du kiwi, il y a toutes sortes de beaux fruits de saison. Pourquoi on a toujours... Et c'était une habitude institutionnelle, parce que c'est pas plus cher. Et là, on s'est mis à introduire des fruits frais comme collation et au repas des résidents. Avant, dans un plan d'intervention, le résident ne participait pas, on se cachait en arrière dans le poste, on faisait le plan de soins ou le plan d'intervention. Maintenant, tous les résidents participent à leur plan d'intervention et de famille aussi, depuis, je dirais, 2009 environ. Et à 90% des clients, les pays sont faits, je vous dirais 80% avec les résidents, puis peut-être 60% avec les familles à chaque année. Et le programme PI s'est mérité cette année, je suis très content pour nos équipes dans l'Est, on s'est mérité une reconnaissance de pratique exemplaire à travers tout le Canada. Donc, je vous en parlais un petit peu tantôt, mais c'est quand même quelque chose d'important qu'on fasse la différence. Quand quelqu'un a 5 heures soins, on fait le PI dans la chambre. Même s'il ne peut pas communiquer, ben, il est là avec nous, par respect, parce que c'est de lui qu'on parle, et je vous dis, ça fait toute la différence quand une équipe clinique est avec le client et qu'on parle de lui. Donc, je ne vais pas énumérer les 300 différences, mais il y a un document qui existe sur les 300 différences qui a permis de faire 2 plans d'action. Hein? Un de 2007 à 2010 où on a vraiment, chaque différence est devenue un objectif avec un plan d'action, avec des porteurs de dossiers, des dates d'échéance, où on organisait de façon formalisée le changement. Chacune des différences devait être libellée de façon SMART. Je ne sais pas si vous connaissez l'approche SMART, où il fallait que ça soit mesurable, atteignable et tout ça. Et aujourd'hui, à travers 2 plans d'action, parce qu'on termine en 2014 le 2e plan d'action, on est 278 différences d'atteinte. Et ça fait la différence qualité
entre ce qu'on faisait avant et maintenant. Et c'est vraiment intégré auprès des équipes. Donc, c'est très structuré. Évidemment, on commence déjà à réfléchir. Le 5 juin, on a une journée d'études sur le plan d'action qui va être de 2014 à 2017. Et là, on va choisir des différences. Qu'est-ce qu'on veut devenir concrètement pour refaire des plans d'action sur lesquels on va travailler avec l'équipe Milieu de vie. Il y a pour moi, c'est important de le dire, le programme Milieu de vie du CSS de la Pointe de l'Île, c'est vraiment une culture d'établissement. On a, peut-être avec ma grande gueule, mais on a tout un plan de com qui fait en sorte qu'on a, auprès de notre conseil d'administration, du conseil de direction, de la fondation, on a des liens très, très étroits et on a un support incroyable. Moi, j'ai plusieurs conseillers milieu de vie au Québec qui disent ben, il y a eu un changement de direction et là, toute la patente tombe à l'eau. De croire que le conseil d'administration qui a voté, entre autres, c'est affiché partout en hébergement que le conseil d'administration s'engageait à développer le milieu de vie dans ces centres d'hébergement. On a 160 000 $ qui a été donné par la Fondation en 4-5 ans pour supporter nos projets. Quand on fait notre journée d'études, on a la chance d'avoir la présidente du CA, le DG, la directrice principale, Mme Aguiantoun, qui est avec nous. Donc, c'est vraiment intégré de la direction. Il y a une volonté solide de supporter notre programmation et c'est majeur, c'est important pour qu'on puisse avancer. Donc, et on a choisi à l'époque aussi de faire un développement à la même vitesse dans les 4 centres d'hébergement. Même si on n'était pas tous au même niveau. On a eu une première visite ministérielle en 2008 à Pierre-Joseph Priest, 28 recommandations, et on les a appliquées partout dans les 4 centres d'hébergement. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des visites ministérielles, à chaque fois qu'on développait un programme, c'était tous les centres d'hébergement ensemble. Il y avait 4 journaux avant, milieu de vie. Maintenant, il y en a un seul à la demande des équipes. Et je vous dirais que c'est fini le temps, parce qu'il y a eu la fusion et la préfusion, et là, les batailles de clocher. Je vous dirais que j'entends plus. C'est vraiment une seule équipe en hébergement. Et vous allez voir pourquoi tantôt avec la mobilisation qu'on a eue. Mais il n'y a plus de guerre, il y a plus d'entraide entre les centres d'hébergement et tout le monde est au même niveau. On a 100 formulaires qui ont été harmonisés. Tous les cahiers de tâches ont été harmonisés, toutes les descriptions de fonctions. Donc, on travaille n'importe où, c'est la même approche et la même organisation. Et on sent depuis 2005 un réel envol milieu de vie. La structure participative, vous allez avoir de la misère à me faire, mais depuis 2006, on a un comité milieu de vie de 55 personnes qui se réunit à tous les 6 semaines. Et là, vous me dites, c'est un peu fou, un comité de 50. On fonctionne un peu comme un forum, avec un comité animateur. Et là, on va partager, c'est un laboratoire d'idées. Et on va partager, pour la prochaine année, on a une journée d'études, mais on organise nos rencontres aux 6 semaines. Et là, on travaille sur du concret. Si on a développé un programme d'accompagnement en fin de vie, bien, comment il faut le déployer, c'est au comité milieu de vie que ça se traite, qu'on discute. On fonctionne des fois par des tables, par centre d'hébergement quand il faut, et des fois on se mélange dans ce type d'emploi. Au comité milieu de vie, il y a des préposés aux bénéficiaires, des infirmières auxiliaires, il y a des infirmières évidemment, il y a les 2 syndicats qui sont présents, la CSN et la FIC. Il y a tous les conseils multidisciplinaires, le conseil multidisciplinaire, le CI, le CIA qui est représenté. Il y a l'équipe des services techniques qui est là. Et il y a évidemment tous les cadres, les techniciens, les professionnels de l'hébergement. Ça fait un bon groupe à 55. C'est très structuré. Et c'est comme ça que le leadership, si nous, comme 55 membres du comité milieu de vie, quand on retourne dans nos centres d'hébergement, on n'exerce pas le leadership du changement, bien, il n'y en aura jamais de changement. Ça nous appartient. Et c'est depuis 2006, à tous les 6 semaines qu'on se rencontre, il y a une journée d'études, toujours le 5 ou le 6 juin chaque année, pour réviser notre plan d'action. Et ça brasse. Il y a des idées, des discussions. Il y a, dernièrement, on a fait un brainstorming silencieux. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça, c'est qu'on est 55 debout, pas le droit de s'asseoir. Il y a 21 pancartes blanches tout le tour, tout le monde a un marqueur. Et là, on disait, j'ai posé la question, comment on pourrait, dans la prochaine année, améliorer l'approche relationnelle
toutes les idées sont bonnes, on n'a pas le droit de parler pendant 20 minutes et les gens ont des idées. Ça nous a pris une soirée nettoyer tout ça et on a trouvé à peu près une trentaine d'idées qui étaient réalisables pour organiser cette année la création de la roue de la Poche stationnelle, des kiosques, de la publicité, un paquet de choses pour aider notre développement de la Poche stationnelle. Et je vous dis que 55 cerveaux, experts en hébergement de tous les niveaux, avec toutes leurs paires de lunettes, je vous dis que ça produit des idées incroyablement. Plutôt que ce soit un chef en avant qui a toujours des idées. Fait que ça fourmille, c'est un laboratoire d'idées, c'est très, très intéressant. On a parlé d'approche virale. À l'époque, j'avais 1,5 million de déficit, il n'y a pas beaucoup de budget pour se développer. Ça existe quand on va dans la littérature de ressources humaines, de se contaminer positivement. Et l'approche virale, ça s'est traduit en disant OK, à l'avenir, François, tu vas faire partie du comité de promotion milieu de vie du journal. Bien, je ne connais pas d'autres milieux de vie, bien, il va falloir que tu te l'appropries. Après ça, d'autres personnes étaient sur le comité organisateur milieu de vie. D'autres avaient un rôle de formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai 271 personnes sur 700 employés qui ont un rôle formalisé sur le milieu de vie. On les rencontre dans le corridor, puis ils nous diraient, moi, dans le milieu de vie, là, dans le programme, mon rôle, c'est ça. Et ils l'assument. Et ils sont obligés de se tenir au courant de notre développement, de s'approprier, de s'intéresser à toutes les communications entourant le programme de milieu de vie. Il y a 39 employés qui s'occupent de la formation. Avant, c'était des formateurs externes. Et là, c'est des agents multiplicateurs internes. Il y a 2 préposés qui se sont mis à faire de la formation avec tellement de talent que la commission scolaire de la Pointe-de-Ville les a embauchés. On a ouvert une école de préposés au Centre Pierre-Joseph-Trieste où le 850 heures de formation est donné chez nous. Et c'est notre préposé qui maintenant est enseignant, avec le salaire de la commission scolaire, elle est très mobilisée autour de ça. Et imaginez, ils font leur stage, ils font toute leur formation chez nous, ils savent où est le parking, la cafétéria, connaissent nos équipements, connaissent nos résidents. La période d'orientation est beaucoup plus facile après. Et à mi-chemin, avant la fin du stage, la dotation les rencontre pour les embaucher. Donc, les 130 derniers préposés embauchés proviennent de notre école à l'interne avec notre partenaire Saint-Exupéry. On a créé aussi dans la mobilisation 5 comités d'experts. Je vais vous présenter des comités, des programmes tantôt, et dites-vous que rien d'autre, il n'y a rien fait. Je n'ai pas eu une idée, je n'ai pas écrit une phrase, c'est vraiment des équipes d'experts qui se sont développés autour des 5 programmes clés. Et je vais vous en parler après, mais quand ils ont terminé au bout de 4 ans à faire tout le guide d'accueil, les outils pour la programmation, ils étaient contents d'avoir fini, puis je vais maintenant commencer parce qu'ils sont devenus des comités de vigie pour la qualité. Moi, je ne veux pas, quand ça prend 4 ans en équipe à développer un programme, à le déployer auprès de 700 employés, que ça s'efface tranquillement dans le temps. Donc, il y a des comités d'experts qui sont devenus un comité de vigie. Vigie, ça veut dire veiller au grain. Il y a un comité d'experts qui s'assure à chaque année, en faisant des audits, en analysant les programmes, de les améliorer, de permettre que les équipes se les approprient davantage. On a vraiment 5 comités de vigie experts pour chacun de nos programmes. Et il y a évidemment, dans toute la structure participative, à chaque fois qu'on a fait de la formation aux employés, on l'a fait aux résidents, aux bénévoles. Et on peut dire que la famille est un partenaire important. Il faut que ça soit vivant au quotidien, qu'ils sentent qu'ils ont leur place. Et donc, il y a des causeries mensuelles avec les résidents sur le modèle de Toyota. Vous savez que le président de Toyota, à tous les 2 mois, il fait une rencontre avec 10 propriétaires de Toyota, puis là, il lui demande comment ça va, aimez-vous les couleurs, aimez-vous la qualité, qu'est-ce que vous voudriez, tout ça. On fait la même chose. Chaque chef de programme, on est rendu, je pense, à 170 causeries depuis 2006. Chaque patron s'assoit chaque mois avec son groupe de résidents sans ordre du jour. Il nous demande comment ça va. On commence toujours la phrase en disant « Moi, je m'en vais chez nous à 5 heures parce que je travaille, mais ce n'est pas mon milieu de vie. Vous, comment ça va? » Et les résidents, à travers, parce que tout est noté, tous les verbatims de ce qui est dit est noté par un secrétaire, les résidents ont permis, depuis 4 ans, de changer 30 politiques et procédures en hébergement à une demande dans les causeries. Entre autres, dans une causerie, il y a un résident qui dit « Monsieur Riendo, pourquoi, quand on meurt ici
à Trieste, on sort par la même place qu'évidemment. Moi, je ne l'avais jamais vu celle-là, je n'avais jamais remarqué ça. Mais effectivement, il sortait par le quai arrière. Et ça nous a fait réfléchir beaucoup comme comité de Guthrie. On a consulté en causerie tous les résidents. Et à 99,9%, ils disaient on va sortir par la grande porte, par où on est rentré. Ça a amené une procédure de respect de la dépouille, où là, 2 employés accompagnent la dépouille avec un drap mortuaire et jusqu'au fourgon funéraire. Et ça a amené toute une sensibilisation à l'hébergement et le jeu qui sort par la grande porte. Donc, 30 nouvelles procédures politiques en hébergement à la demande des résidents. Il y a évidemment des groupes de proches aidants et les comités des résidents avec qui on travaille étroitement.